Tu sais, les gens qui sont dans un événement de réseautage, là, souvent les gens ont de la misère, puis on dirait que ça a l'air forcé, puis là, ils vont poser des questions, mais tu sens que c'est pas naturel. Lousse-toi un peu. C'est comme dans ta vie personnelle quand tu arrives à un endroit, puis quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, tu vas dans un événement, mettons, là, tu jases avec une personne. Une des choses importantes à faire, c'est tout le temps poser les bonnes questions, en apprendre sur la personne autant professionnellement que personnellement. Tu réfléchis à des façons de poser des questions pour réussir à voir comment tu peux l'aider, cette personne-là. Bienvenue au podcast Vision Dev, où les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs viennent partager avec nous non seulement leurs histoires, mais aussi leur mindset, leur stratégie et les outils qui ont contribué à leur grande réalisation. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Vision Dev. Je m'appelle Léo Brunet, je suis le copropriétaire de Vision Dev, notre entreprise d'investissement immobilier spécialisée dans le multilogement à Montréal. Sur le chemin de bâtir notre portefeuille de rêves, j'interviewe des gens à succès, des entrepreneurs atypiques ou même des connecteurs. Aujourd'hui, celui que j'invite sur l'épisode, c'est Jean-François Manouvrier, le propriétaire de Yule Relations, une entreprise événementielle spécialisée dans le réseautage. Mais Jean-François a une manière particulière de faire le réseautage et pour lui, le relationnel passe avant le transactionnel. Jean-François est venu nous livrer un témoignage humain et personnel sur son parcours entrepreneurial et pourquoi est-ce que le relationnel est si important pour lui. Il va nous l'expliquer. On parle de plein de sujets intéressants. On parle de marketing, on parle de leadership, on parle de réseautage en particulier. D'ailleurs, il nous fait une petite formation sur comment mieux faire du réseautage ou comment rendre ça plus constructif et durable et comment aimer le réseautage quand on est un introverti comme moi. Super fascinant. On parle évidemment d'entrepreneuriat et de son parcours, les défis qu'il aura eu à surmonter. Bref, c'est une conversation fascinante. Vous ne voudrez pas rater cet excellent épisode. Bienvenue sur le podcast. Merci. Merci d'avoir fait la route puis d'être rendu dans ce froid. J'étais déjà à Montréal, mais ça va. Parle-nous de Yule. Tu es le propriétaire de Yule Relations. Je suis le propriétaire principal de Yule Relations, mais on est quand même 4. Oui, je peux te parler de Yule. Écoute, Yule Relations, c'est des groupes de réseautage qu'on a lancés en 2018, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que dans le milieu du... Tu sais, ça fait des années que j'en faisais du réseautage, puis quand tu allais dans des événements, la majorité du monde avait tout un speech de vente, puis ils n'écoutaient pas vraiment. Il était pas... Tu sais, tout le monde était là pour essayer de prendre, personne n'était là pour essayer de donner. Puis les gens, quand je leur parlais, je suis comme, écoute, ça me tente pas d'aller faire du réseautage, c'est plate, je sens de la pression, j'ai pas le goût de me faire achaler. Ouais. Tu sais, si t'es un propriétaire d'entreprise, t'es comme un poisson puis un paquet de requins autour de toi. Puis là, je me suis dit, c'est quoi, comment qu'on peut faire pour revenir à être du réseautage, ça devrait être le fun. Fait que là, on a juste lancé un groupe pour le plaisir. On était une couple, on s'est dit, on va lancer notre propre groupe où est-ce que ça va être des dirigeants, dirigeants ou propriétaires d'entreprises B2B qui n'ont pas juste des quotas de vente à faire, mais qui ont aussi des enjeux, des problématiques, des situations qui leur arrivent autant dans leur vie professionnelle que personnelle. Puis ils peuvent communiquer ça à d'autres gens qui vivent à peu près les mêmes choses qu'eux. Fait qu'on a lancé ça avec un groupe à Montréal qui se rencontrait aux 2 semaines, puis ça l'a vraiment fait boule de neige. On a lancé ça en 2018, puis en 2020, écoute, on a voulu vraiment partir la machine. Là, évidemment, il y a eu une pandémie en 2020. Ben oui. Beau timing. Ça nous a comme arrêté un brin. Mais c'est là que je me suis rendu compte, j'ai eu comme un gros retour sur moi-même de « Hey, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? » Parce que moi, j'étais supposé devenir associé dans une firme, puis j'ai fait, you know what, ça me tente pas de passer les 20 prochaines années de ma vie là, puis je trippe à faire Yule Relations. Fait qu'on en a fait une business en revenant de la... C'était déjà incorporé, mais je me suis vraiment lancé là-dedans en 2022 full-time. OK. Fait qu'au début, c'était même pas avec l'intention d'en faire ton métier. Non, je travaillais dans une boîte de consultants dans le milieu industriel, puis c'était juste une façon pour moi d'avoir du fun, puis de rencontrer du monde avec qui je pourrais faire de la business ou avec qui pourrait me présenter, me référer des gens. OK. Donc, tu as ta série de networking à toutes les 2 semaines. Ouais. C'est récurrent, mais tu organises aussi des événements ponctuels, thématiques. Fait que chaque groupe se rencontre une 20aine de fois, principalement dans des déjeuners, une fois de temps en temps dans un lunch pour faire le changement. Puis on est rendu à 3 groupes.
On est en train de regarder pour. Fait qu'il y a Rive-Sud, Rive-Nord, Montréal, mais on est en train de regarder pour Sherbrooke, puis éventuellement Québec, peut-être dans l'année. Puis on a aussi des événements connexes qui sont rattachés à Yule Relations. Je pense à notre 5-14 annuel qui est devenu comme une marque de commerce pour les entrepreneurs B2B, qui est le 22 mai prochain. Donc, c'est juste une soirée festive où que tous les entrepreneurs de la région viennent puis jasent avec d'autres mondes. Fait que ça commence à 5 heures puis ça finit quand il n'y a plus personne. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça le 5-14. On a un tournoi de 10 golf à chaque année. Au lieu de faire un tournoi de golf comme tout le monde, on va faire différent. Le 20 février, on a une soirée karaoké. Fait que ça s'en vient bientôt. Donc, juste des événements où est-ce qu'on met le personnel de l'avant pour créer des relations. Puis ces relations-là, s'ils sont bien faites, ben, peuvent mener à des transactions éventuellement. Parce que c'est ça, votre signature, votre expression, votre slogan, c'est la relation avant la transaction. Exactement. Donc, ça vient d'où? Explique-nous ça un peu plus. Je veux dire, quand tu es en affaires, là, si tu as le choix entre deux entrepreneurs qui vendent le même produit, même service, à peu près au même prix, tu prends qui? Tu prends celui qui donne le plus un sentiment de confiance, right? Ouais. Puis pour moi, faire des affaires, c'est comme ça. Je veux travailler avec des gens avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai une chimie, avec qui que je partage des valeurs. Puis c'est pour ça que quand tu bâtis, surtout dans le milieu du réseautage, quand tu bâtis une relation avec quelqu'un avant, c'est pas juste « Hey, regarde, on travaille ensemble une fois puis on fait un deal ». Non, c'est comment que je peux t'aider dans ton everyday life, autant professionnel que personnel. Puis, dans le fond, on génère des ambassadeurs au lieu de générer des transactions. Ouais. C'est donc plus le fun de faire de la business quand c'est ça le contexte. Ouais, une relation de confiance, de fun aussi. Là. Ouais. Good. Fait que c'est des belles valeurs que tu véhicules avec ton groupe. Puis je serais curieux de savoir d'où ça vient. Puis que tu nous racontes un peu ton parcours. Mon parcours. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'événementiel puis dans le réseautage au tout début? L'événementiel puis le réseautage. Écoute, quand j'ai eu 18 ans, moi, mes chums m'ont tous dit « Hey, on sort, on va faire le party. » Puis là, j'étais comme « OK, cool. My God, ça va coûter cher, ça. » Fait que je me suis dit, you know what, je suis aussi bien d'être payé à faire ça. Fait que j'ai commencé à travailler dans un bar. Puis j'ai commencé à organiser des événements pour le cégep, des événements dans des clubs. Puis ça, on parle de 99-2000 jusqu'à 2008 à peu près. Ah, quand même. Fait que, ouais, quand je dirais pas mon âge, mais je travaillais dans un bar quand ça fumait encore. Fait que... Wow. Mais... j'organisais des événements comme ça, puis c'était des événements de party. On a fait des tournées, des bus parties à travers le Québec, Drummondville, Sherbrooke et compagnie, où on amenait Montréal en région. Fait que j'arrivais avec 2 autobus plein de monde, un DJ, un musicien, un animateur de Montréal, puis on allait faire le party, on avait ça. Puis je travaillais dans un club, puis j'ai compris tout de suite l'importance de bâtir son réseau, parce que tous les gens que je rencontre, pour moi, c'était comme une opportunité de connaître quelqu'un, oui, de bâtir une relation avec cette personne-là, puis que cette personne-là, après ça, elle dise à ses chums « Hey, viens voir JF ». Fait que j'ai compris ça, puis tranquillement, ce réseau-là, tu sais, c'était du monde au cégep, à l'université, ils ont commencé à se placer dans des boîtes, des entreprises à gauche, à droite, puis ils venaient me voir, puis « Hey, JF, tu organises des événements, peux-tu faire mon party de bureau, mon party de Noël, mon ci, mon ça ». Fait que tranquillement, c'est devenu des événements corpos. Fait que je faisais ça... comme ça, puis je travaillais dans le nightlife en même temps. Puis je sais que le nightlife, le monde a une vision négative de ça, mais ça a été la plus belle école ever pour tout ce qui est vente et relations, parce que tu es un milieu caméléon, quand tu as de l'alcool, quand tu as tout ce qui se passe autour, c'est surréel un peu. Tu peux voir le visage de certaines personnes d'une manière différente. C'est quoi les plus grandes leçons sur la vente que tu as tirées de ce milieu, de ce temps-là? Je te dirais que parle pas en mal de personne. C'en était une. Tout le monde a quelque chose à t'apporter. Peu importe que ce soit un dude qui travaille 50 heures semaine comme concierge dans un hôtel, peu importe, parce que cette personne-là, tu sais pas qui qu'elle connaît. Puis, tu sais, des fois, il amenait leur... Je me mettais ami avec quelqu'un, puis cette personne-là m'amenait 10 de ses chums qui venaient boire à ton bar. Puis là, ces 10-là, ben, je les apprenais à connaître, puis ça... Fait que c'est comme ça que on n'avait pas nécessairement
les médias sociaux dans ce temps-là autant qu'aujourd'hui. Fait que on appelait les gens, puis c'est comme ça qu'on faisait du réseautage. Puis Facebook est arrivé en 2004, fait que au début, c'était pas ça, là. Oui, puis ça a pris du temps avant d'être aussi mainstream que ça. Voilà. Fait que, tu sais, tout est encore pas sur Internet, si on veut, puis... Fait qu'il fallait vraiment entretenir des relations, puis appeler les gens, puis envoyer des messages textes, puis c'était complètement différent. Mais je te dis, c'est là que j'ai appris comment bâtir et entretenir un réseau, puis réussir à juste avoir du fun à le faire. Fait que ça a été comme une des plus grandes leçons, je te dirais. Fait que dès 18 ans, tu avais déjà des aspirations entrepreneuriales, ou en tout cas des instincts définitivement entrepreneuriales. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Tu as toujours voulu, ça remonte à même tout jeune? Ah oui, même plus jeune, je veux dire, j'ai commencé à jouer avec les notions de faire un plan d'affaires. À 16-17 ans, j'avais trouvé un livre sur comment faire un plan d'affaires. Ah, là, ouais. je jouais avec ça, puis je suis comme, OK, qu'est-ce que je veux bâtir comme entreprise? Puis ce que j'écrivais là, c'est un petit peu ce que je fais là, mais d'une manière différente. Fait que c'est vraiment drôle. Mais ouais, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Puis à travers tout ça, je veux dire, j'ai réussi à faire ça. Puis à un moment donné, ben, tu rencontres une femme. Mon ex, elle voulait des enfants. Puis là, j'étais comme, OK, je peux pas travailler 70 heures d'un bar, puis dans les événements, 7 soirs sur 7 et compagnie. Fait que j'ai comme tout abandonné ça, puis je me suis recyclé dans la vente. Je me suis trouvé une job de rep à la route, puis après un autre. Puis après ça, je me suis ramassé... J'ai même vendu des chars un bout, puis que je tripais pas à faire ça. Oh my God. Attendre que ton client rentre, puis essayer d'y vendre un char. Grosse là. pression, en plus. Oui, puis c'était ça, tradition. Tu sais, le vendeur de chars, là, moi, ouais. je faisais ça. Ça n'a pas changé, j'en reviens pas. Même mais non. Parce que, tu sais, ils t'apprennent quand tu rentres, là, ils t'apprennent tout de suite que... Écoute, la personne, elle rentre, puis si tu ne la closes pas, elle va rentrer dans le prochain concessionnaire, puis c'est lui qui va le closer. Fait qu'il faut que tu réussisses à le closer là, puis tout est fait en fonction de t'amener dans l'entonnoir, comme qu'ils disent, là, pour te closer là. Puis je les comprends parce que, je veux dire, ils sont payés à commission. Puis s'ils vendent pas de char, ils font pas d'argent dans la semaine. Fait que c'est normal qu'ils poussent. Ouais. Fait que je les comprends, puis je les fait. Mais il y a des techniques, des fois, que je me dis, écoute, je me vois pas faire ça toute ma vie. Je fais ça un an ou deux, puis moins que ça. Puis... Ça concordait pas avec tes valeurs. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, je me suis ramassé... j'ai commencé comme consultant / représentant dans une firme, comme travailleur entrepreneur au sein de l'entreprise, mais dans le milieu industriel. Puis j'ai fait ça pendant presque 10 ans. Puis c'est là que j'ai vu tout le côté plus... entrepreneurial, business sérieuse, comment, tu sais, je regardais mes boss aller, puis comment gérer une entreprise, puis j'étais comme, wow, tu sais, c'est le fun. Je veux dire, je gérais ma propre clientèle, puis j'étais un entrepreneur au sein de cette business-là. Mais j'y retrouvais quand même plus mes valeurs, puis j'avais du fun à le faire au début. Ça, c'est quand tu es tombé plus dans du business to business que du business to consumer. Exact. Puis tu dirais que c'est quoi la plus grande différence, tu es en train de l'expliquer, entre faire de la vente en business to business versus à la consommation? À la consommation, de mon expérience, c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde, c'est, écoute, la personne est là, puis tu essaies de vendre quelque chose, tu sais. Je vais donner un exemple. Je me suis fait vendre quelque chose la semaine passée ou l'autre, il y a 2 semaines. Il y a un dude qui faisait du porte-à-porte pour les systèmes de sécurité TELUS. Puis c'est une question de timing, mais ma blonde, elle en voulait un absolument parce que la sécurité, c'était important pour elle. Puis moi, je veux dire, j'ai grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu, où je ne barrais même pas ma porte en avant. Là. Fait que, mais ma blonde, elle voulait ça. C'était une question de timing. Puis il est rentré, puis il essayait de nous vendre ça. Mais il l'a fait d'une bonne façon. Mais... le B2C, c'est vraiment ton client est là, puis il faut que tu y vendes quelque chose. Puis c'est souvent du one time. Tu comprends? C'est un produit que tu offres ou un service, mais tu l'achètes une fois, puis après ça, il est là. Tu ne revois plus vraiment ton client, pour la grande majorité. Dans le B2B, tu peux avoir du one time, oui, mais c'est de la relation que tu bâtis, de la confiance que tu installes. Puis c'est là que avec les gens que tu rencontres. Le service après-vente. Puis... Ben, tu réussis à bâtir ton réseau puis ton nom aussi.
de par ton expérience, ton expertise que tu acquiers. Puis à un moment donné, les gens t'appellent parce qu'ils font confiance pour une certaine expertise. Mhm. Moi, j'étais dans tout ce qui était filtration d'air, les filtres à air dans le milieu industriel pendant comme 10 ans, comme je disais. Puis, je veux dire, j'avais des gros clients comme Air Canada. Moi, j'avais Aliments Bio, Air Canada. On avait dans compagnie Pratt & Whitney, puis un paquet d'autres comme ça, là. Puis j'en avais des plus petits aussi, mais c'était de la récurrence, c'était de l'expertise que j'offrais, c'était de l'aide que je fournissais. Je les aidais à être plus efficaces, à sauver du temps, à sauver de l'argent, puis de travailler mieux, puis de protéger leurs équipements, puis leurs employés. Mais tu peux pas vendre ça sur un coin de table. Il y a des processus, il y a des façons de faire, il y a des méthodes. Puis, il faut vraiment que tu réussisses à bâtir une relation avec la personne en avant de toi au long terme, tandis que quand tu fais du B2C, les processus de vente sont beaucoup plus courts. Ouais. Fait qu'il faut que tu Puis réussisses. comme tu dis, il y a moins de business, de repeat business. Là, Voilà. Donc, tu n'auras pas la chance de bâtir une relation, donc tout se joue à court terme. Exactement. Fait que Avec je te dirais que c'est la plus grosse différence par mon expérience à moi, mais peut-être que d'autres personnes ont vécu ça complètement différent. T'sais. Parce qu'il y en a du B2B qui est vraiment du très gros transactionnel. Tu peux passer à des grosses entreprises qui vendent de l'Internet ou des solutions téléphoniques. Là, ils ont des call centers, puis le monde appelle, puis appelle, puis hey, on essaie de te vendre quelque chose. Mais moi, je sais pas... c'est pas mes forces. Je ne trippe pas à juste essayer de closer quelqu'un on the spot. Fait que... Donc, ça serait quoi, tu dirais, un conseil que tu donnes à quelqu'un qui veut s'améliorer en vente? Sois honnête. Si tu le sais pas, réponds pas. Essaye de bâtir un lien de confiance. Essaye d'écouter vraiment bien. Pose les bonnes questions. Prépare-toi, surtout. Puis, sois toi-même. Puis ça va venir. À un moment donné, tu vas trouver la bonne place où est-ce que tu vas offrir un produit-service en lequel tu crois. Ça aussi, c'est important. Il faut que tu crois à ce que tu fais. Parce que si tu y crois pas, tu veux juste vendre pour le cash, tu réussiras pas. Ou tu vas réussir ça de long. Fait que... Mais ça ressemble pas mal à ça. Ouais, j'aime ça. Déjà, comme tu dis, la confiance est tellement importante en vente. Donc, d'être capable de montrer que tu n'as pas toutes les informations, puis d'avoir la transparence d'en parler avec ton client, déjà, tu gagnes des points en confiance parce que la personne voit que tu bullshit pas. Exact. Puis de poser les bonnes questions, là, comme savoir matcher la personne avec le bon service. Tu vois, il y a plein de monde là, souvent qui disent moi, je prends une liste d'appels, puis je les prends, puis je les call un après l'autre, puis j'essaie de booker des rendez-vous. Moi, à chaque personne que je vais appeler, avant de juste essayer de booker, je vais aller voir c'est quoi l'entreprise. Je vais aller voir est-ce qu'ils ont vraiment besoin de moi, de mes services, de mes produits. Est-ce que je connais quelqu'un à cette entreprise-là? Puis à partir de là, une fois que j'ai fait mes devoirs de qu'est-ce que je peux leur offrir, puis est-ce que je suis la bonne personne pour les aider, puis j'y crois sincèrement, là, je vais prendre le téléphone ou je vais essayer de faire une approche à une personne qui travaille là en leur expliquant, regarde, j'ai fait mes devoirs, j'ai vu que tu aurais peut-être telle ou telle problématique. Si c'est le cas, voici nos solutions, puis voici comment moi, je pourrais t'aider plus qu'un autre. Fait que c'est tout le temps problématique, solution, avantage différenciateur. Puis si la personne, elle me dit, c'est quoi? Non, on n'a pas ce problème-là, puis toute chose à faire. Puis tu te rends compte que, non, tu peux pas l'aider. On s'entend qu'il y a tout le temps des processus de vente que tu peux faire continuer la discussion, mais si tu te rends compte que tu n'es pas la bonne personne, essaye pas de leur vendre pareil. OK, non, je suis pas la bonne personne pour toi, je vais te référer quelqu'un. Bonne chance, on va se reparler. Je vais te rappeler dans 6 mois, 1 an, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Tu sais pas. Puis tu gardes comme j'ai dit tantôt, la roue qui tourne. Là. Ouais. Toutes les gens qu'il y a dans ta vie, dans ton réseau, si tu es capable de garder, comme je dis, la roue qui tourne avec eux, ça veut dire tout le temps rester en contact d'une certaine... ou top of mind, là, un petit peu, avec ces gens-là. Tu sais jamais quelle opportunité peut en découler. Ça, c'est super important. Les suivis, c'est tellement important en vente. Juste rester en contact avec les personnes parce que le timing est donc important. Puis le timing, c'est peut-être pas aujourd'hui, mais si le timing est dans 6 mois, il faut que tu existes encore dans la tête de cette personne-là. Nous autres, comment on s'est rencontrés, c'est ça, là. Je veux dire, t'es venu à un de mes événements, quelqu'un t'avait invité,
On s'est rejasé 2-3 fois, on est allé luncher. Puis aujourd'hui, il y a quelque chose. Je t'appelle, tu es venu à un de nos événements de l'Alpabem. 2 fois. Voilà, c'est ça. T'avais-tu à faire une toile Oui, aussi? oui, j'avais contribué la première Ouais, fois. c'est J'avais ça. encore mon studio. There you go. Ça Puis a à été cause une belle de expérience. ça, Ouais. Patrice est venu ici. Puis là, je l'ai vu. Puis tu m'as posé la question, hey, ça te tente-tu de venir? Ben, you know what? Oui, ça me tente. Fait que tu sais jamais où est-ce que les choses peuvent mener. Oh. Donc, comment est-ce que tu fais pour rester top of mind avec les gens? C'est quoi les différentes stratégies que tu utilises pour maintenir une relation avec quelqu'un à long terme? Ben, je te dirais que les réseaux sociaux aident beaucoup à ça parce que tu es capable de suivre, tu sais, mettons, LinkedIn, Facebook, à la limite Instagram. Il y en a d'autres, je le sais, là, mais tu es capable de suivre un petit peu la vie de tout le monde. Tu sais. Les gens que j'ai pas vus, ça fait 20 ans, qui sont encore sur mon Facebook, je sais ce qu'ils font dans la vie grâce à ça. Fait que c'en est une de savoir qu'est-ce qu'ils aiment, mais ce qui est important, c'est comment réussir à aller les chercher. Ça peut être juste un post, un message. Hey, j'ai pensé à toi, je sais que tu aimes du vélo. J'ai vu qu'il y avait telle course au profit de tel organisme. C'est telle personne qui l'organise. Si tu veux, je peux te mettre en contact avec, ça va me faire plaisir. Puis. Offrir de la valeur. C'est offrir de la valeur, exactement. Une chose, tu sais, on a une formation sur le réseautage qu'on offre. C'est vrai? Oui. Nice. Puis. C'est moi qui l'offre. Et puis, ce que je dis toujours au monde dans ma formation, c'est que quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, tu vas dans un événement, mettons, là, puis tu jases avec une personne, une des choses importantes à faire, c'est tout le temps poser les bonnes questions, en apprendre sur la personne, autant professionnellement que personnellement, puis essayer de trouver, tu l'écoutes comme il faut, tu assimiles toute l'information. Une fois que ça c'est fait, après, tu réfléchis à des façons de poser des questions pour réussir à voir comment tu peux l'aider, cette personne-là. Puis c'est pas juste est-ce que je peux te trouver des nouveaux clients, là. C'est comme je dis, hey, ouais, t'aimes le vélo? C'est-tu vraiment une passion au point de faire des courses? Est-ce que t'aimerais ça rencontrer des clients à travers du vélo? Puis après, tu l'as fait il y a 5 minutes avant que l'entrevue commence. On parlait de financement, puis tout de suite avec quelqu'un en tête avec qui tu voulais me mettre en contact, qui pourrait nous aider avec nos financements. Ben, there you go. Mais c'est tout le temps essayer de voir tous les gens qui sont autour de moi, qu'est-ce qu'ils font, comment qu'ils le font, est-ce que je leur fais confiance, puis est-ce que, quand j'arrive dans une situation, qu'est-ce que je peux voir ou entendre qui pourrait me faire dire « Hey, à ta minute, j'ai telle personne à te présenter. » Je fais que tu poses des questions. Puis à travers une relation, on le fait. Même à l'interne, je demande à tous mes membres, dis-moi qu'est-ce que je peux voir ou ce que je peux entendre chez un client qui pourrait me laisser penser que je pourrais, tu serais la bonne personne pour intervenir puis l'aider, ce client-là ou ce collègue-là ou ce contact-là. Donc, c'est super important toujours de savoir ce que les gens ont besoin autour de toi. Puis tu le fais sans se dire « Hey, cette personne-là m'a amené à m'en doit une. » C'est pas ça. Tu le fais juste parce que tu veux le bien de cette personne-là. Tu sais, je donne un exemple. Là, je parle pas mal, mais je donne un exemple en décembre, je voulais remercier quelqu'un qui est embarqué sur un conseil d'administration dont je suis le président. Puis je dis, regarde, je t'ai invité à luncher. Puis en même temps, j'ai une autre personne que, écoute, il a fait plein d'affaires pour moi. Puis je dis, c'est quoi, je vais t'inviter à luncher. Puis à un moment donné, je dis, pourquoi je les invite à luncher séparés? Je garde, non. Je vais les inviter à luncher ensemble. Puis on verra ce qui va se passer. C'est moi qui paye la facture. Puis je suis juste content de les remercier les deux. Puis en les mettant en contact, eux, ils vont s'entraider. Puis on est allé luncher. Puis je me suis assis. Puis je pense que si j'ai dit 3 phrases dans le lunch, c'était bien beau parce qu'ils sont mis à jaser. Écoute, ils sont partis ensemble après parce qu'ils voulaient continuer la conversation. Puis aujourd'hui, est-ce que ça devient des partenaires d'affaires? Peut-être, tu sais. Alors, je suis juste content d'avoir réussi à mettre ces deux personnes-là en contact. Moi, ça m'a fait quelque chose. Ah, je te crois, puis c'est tellement un bon feeling de réussir une connexion comme ça, puis que ça soit bénéfique pour les personnes que tu as mis en contact. C'est un des meilleurs feelings. Puis plus ton réseau plus tu investis dans ton réseau, plus ces opportunités-là arrivent. Puis ça rend la job tellement plus intéressante parce que tu peux en faire profiter aux autres. Puis après, ça te revient. C'est ça qui est... Par la bande, de manière, tu t'en attends pas. Puis quelqu'un qui arrive, puis hey, j'ai pensé à toi, j'ai vu
des gens qui cherchaient une opportunité de réseautage. Cool. Puis, tu sais, je suis aussi consultant en vente quand je m'occupe pas de relation. Fait qu'il y a des gens qui me disent, hey, j'ai tel client qui a tel besoin. Si t'es capable de l'aider, je vais te mettre en contact avec. Donc, tu sais jamais ce qui peut arriver. Fait que tu essaies de dire oui à tout ce que tu peux. C'est sûr que tu ne pas fou, là. Ce serait quoi les principales erreurs que les gens font quand ils pensent au réseautage? La première, que tous les newbies en réseautage, quand ils arrivent, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est la première question que tout le monde pose. Puis ça ne devrait pas tout le temps être nécessairement celle-là, mais c'est un icebreaker facile. Puis là, ils se mettent à déblatérer pendant 2 minutes. Tu n'offres pas de la valeur à l'autre personne. Ouais. Tu fais un pitch de vente. Puis tu sais, encore une fois, dans la formation de réseautage que je fais ou quand je fais des conférences sur le réseautage, une des premières choses que je fais quand je rentre dans la salle, je dis aux gens, parle-moi de toi. C'est quoi la première chose que le monde font quand tu dis parle-moi de toi? Ils parlent de leur vie professionnelle. Voilà. Ils parlent de leur business, puis ils peuvent parler de leur business pendant 5 minutes en ligne. Puis quand je dis, ouais, mais la question, c'était pas parle-moi de ta business, c'était parle-moi de toi. Tu sais, t'es qui? T'es-tu ta business ou t'es un humain à part entière? Fait que souvent, les gens ne se connaissent pas assez ou ne s'attendent pas à ça. Mais on est là pour bâtir des relations. C'est pas les attentes quand ils arrivent dans une rencontre comme ça, en plus. Voilà. Ils s'attendent pas à parler de leur vie personnelle. Mais... Non, mais on est là pour bâtir des relations. Ouais. Puis les relations, ça passe par une confiance personnelle, ça passe par un lien entre deux personnes, tu sais. Puis tu as raison de dire qu'une rencontre est bien plus mémorable quand il y a eu un contact plus personnel que strictement professionnel. Exact. Je reviens à ce que je disais. Tu te rappelles pas d'un suit, tu te rappelles pas d'une carte d'affaires, mais tu te rappelles d'une histoire, par contre. Puis... Ça aussi, je l'ai dit au monde. Tu sais, la première... Tu sais, quand quelqu'un, tu le rencontres, là, « Hey, salut, moi, c'est David. » Puis là, il te donne sa carte d'affaires. Non. T'es pas là... C'est comme rentrer dans ta bulle, là. Fait que j'essaie de dire au monde, fais pas ça au début. Fais ça à la fin de la rencontre, de la conversation. Est-ce que tu as encore des cartes d'affaires sur toi? C'est encore la façon de partager Non, ben, j'ai une carte informations? d'affaires virtuelle, là, en plastique, là, que tu peux avec taper. Avec un code QR, OK, avec un tap. Okay. Ouais. Mais aussi, je veux dire, le LinkedIn, c'est le plus facile. Là. Ajoute-moi sur LinkedIn, envoie-moi un message, puis on va se jaser. C'est la façon professionnelle que j'utilise le plus. Parce que tout le monde a son téléphone à portée de main, on s'entend. Donc, non, la carte d'affaires en papier. Je suis un petit peu environnementaliste, un brin. Fait que j'essaie de limiter toutes ces dépenses. De papier. Ouais, voilà. Puis on sait que c'est recyclable, mais pareil. T'sais. T'en as-tu d'autres, des erreurs de réseautage? Je trouve ça intéressant. Ouais. Des erreurs à ne pas faire. Mais tu sais, tout le monde l'a déjà entendu. Quand tu parles plus que tu écoutes, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on s'entend. Fait que quand je disais tantôt pose des questions, c'est une des choses qu'il faut que tu fasses. C'est pas... quand tu parles trop, puis là, je dis ça, mais c'est moi qui chose depuis tantôt. Je trouve ça vraiment drôle. Non, mais là, c'est toi l'invité. Aujourd'hui, tu as la licence de parler mais sans quand tu parles trop, tu perds l'intérêt des gens. Fait qu'il faut que ça soit une interaction. Puis il faut générer de l'émotion. À deux sens. Là. Ouais, c'est ça. Fait que souvent, les gens ont de la misère, puis on dirait que ça a l'air forcé. Puis là, ils vont poser des questions, mais tu sens que c'est pas naturel. Fait que c'est pas une erreur, mais je te dirais, lousse-toi un peu. C'est comme dans ta vie personnelle quand tu arrives à un endroit, puis les gens qui sont dans un événement de réseautage, là, ça leur tente. Il y en a qui vont être mal à l'aise, mais peut-être que ça leur tente pas plus que toi d'être là. Puis, ou peut-être qu'ils savent pas plus que toi comment engager une conversation. Fait que fais juste te dire que tout le monde est sur le même pied d'égalité dans une salle. Ouais. Mais pour revenir à ta question, des erreurs, je te dirais que la plus grosse erreur que je verrais que tu vois pas au début, mais que tu vois après un certain temps, c'est quand tu essaies d'être un taker. Un thinker. Un taker. Un preneur. Ouais. Souvent, les gens vont être là pour essayer de vendre quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est probablement la pire erreur parce que tu es là. Tu n'es pas là pour essayer de prendre à quelqu'un. Tu es là pour essayer. Soit là dans l'optique, dans une vision de
hey, je vais donner. Puis si tout le monde essaye de donner, à un moment donné, ça va revenir, tu sais. Fait que, puis tu sais, comme chez Yule, on a un processus où est-ce que on essaye de cibler les bonnes personnes qui veulent devenir membres chez nous. Mhm. Puis on en a déjà eu par le passé qu'on a vu que c'était des gens qui sont là pour prendre et non pas nécessairement pour les donner. Puis ça ne fit juste pas avec nos valeurs. Mhm. Ils peuvent aller ailleurs, puis c'est correct. Puis c'est pas des mauvaises personnes pour autant. Mais ça Ils n'ont pas la même vision. Ça l'enlève du aux réseau. vibes, tu sais. Fait que essaie d'être là pour les bonnes raisons. Mhm. Puis si t'es là pour les mauvaises, ben ça marchera pas au long terme. Puis, ça enlève énormément de pression aussi sur l'événement. Tu sais, tu te dis, ah, je m'en vais à un événement de réseautage, il faut que ça paye, il faut que je parte de là en me disant que j'ai rentabilisé mon oui, il faut que je temps. rentre 5 cartes d'affaires. Ça met beaucoup de pression. Puis, quand soudainement, tu n'as aucune attente, à part d'investir dans ton réseau, ça rend toute l'affaire beaucoup plus agréable. Puis, Vas-y, quand tu vas dans un événement, faut que tu te prépares. Faut que tu aies des objectifs, oui. comment est-ce que tu te prépares Ben, à un je sais événement de pas, réseautage? Je te donne un Je exemple. suis en train de Quand t'extraire ta tu formation viens, en live. Là. Non, c'est pas grave, ça me fait plaisir. Tu sais, mettons que l'événement de l'Alphabet, où est-ce que tu es venu, on s'est vu la dernière fois, là. Tu le sais que tu t'en vas là, tu le sais que c'est pour une cause, mais que c'est aussi un événement de réseautage d'une certaine façon, puis qu'il y a des gens dans la salle qui pourraient être des investisseurs pour toi, des gens qui sont fortunés et qui ont des amis X, Y, Z qui peuvent être bons pour Vision Dev. Parce qu'on s'entend tous, on fait du réseautage pour notre vie professionnelle, puis tu sais, pour avancer professionnellement. Fait que, tu sais, se préparer, ça veut pas dire être malhonnête dans ton processus de réseautage. Ça veut juste dire que tu arrives, puis tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis tu peux être toi-même, puis tu peux poser des questions sincères à ces gens-là, mais ça veut juste dire que tu t'es ciblé certaines personnes qui étaient prêtes. Donc, tu as analysé la liste d'invités Ben, en me disant c'est qui, avec qui est-ce qu'on pourrait le plus avoir d'opportunités d'affaires Voilà, ensemble. tu vas voir des visages sur LinkedIn, mettons. Tu vas voir, mettons, la liste des gens sur LinkedIn ou peu importe qui ont dit « Hey, je vais être là à l'événement ». Tu regardes, puis lui, OK, hey, lui, j'aimerais ça y parler dans la soirée. Mhm. Je sens que peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne-là. Fait que là, tu regardes cette entreprise-là, cette personne-là, c'est quoi les in pour avoir une relation avec elle. Fait que, tu sais, là, on était dans un événement caritatif, mais si la personne, tu regardes dans son LinkedIn, puis elle est sur le board d'un autre organisme, puis ça vient te chercher ou quelque chose, tu peux dire « Hey, regarde, oui, j'ai vu que tu étais sur le board de tel organisme. Tu sais, comment on peut aider cet organisme-là? » Vous avez un événement. Vous avez un événement qui s'en vient, cool, j'aimerais ça avoir plus d'informations, tu sais, parle-moi-en. C'est des belles façons de connecter sur des valeurs et des intérêts communs, mais tu t'es préparé d'avance. Fait que la première étape, je te dirais, c'est de te préparer. Puis la deuxième étape, c'est tout ce qui est présentation. Donc, tu sais, tu veux quand même bien paraître sans être overkill pour un événement, mettons, tout dépendant où est-ce que tu t'en vas. Fait que dress code est toujours important de le savoir. J'ai quelqu'un cette semaine qui me dit, quand je vois un événement, je regarde les photos puis les vidéos de l'année précédente de cet événement-là pour savoir comment le monde s'habille. Puis j'ai trouvé ça super bon. Fait que présentation physique, mais aussi présentation orale. Fait que tu sais, quand le monde dise encore la question « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Ben, il faut que tu sois prête à répondre à cette question-là. Sans prendre 2 minutes. Puis le qu'est-ce que tu fais, là, c'est une porte pour toi d'aller comme à la pêche pour que la prochaine question que les gens posent autour de toi disent « OK, mais je vais en savoir plus. » Fait que si tu commences à déblatérer sur tous tes services, tes places d'affaires, le nombre d'employés, les types de clients, la personne va... Ciao. Elle va te regarder, personne ne va faire ça, mais son esprit va aller ailleurs. Parce qu'après 4 longues descriptions d'entreprise, même dans une soirée, tu commences à plus retenir grand-chose. Fait que moi, je dis tout le temps aux gens, prépare comme une phrase, un one-liner. Qu'est-ce que je fais? Fait que, tu sais, je parle de Yule Relations, je dis au monde, moi, j'aide des humains en affaires B2B à connecter réellement avec d'autres humains en affaires. Là, le monde fait comme, ah, cool, ouais, mais dis-moi en plus. Fait qu'une phrase pour expliquer ce que tu fais, ça devrait être assez pour juste aller accrocher les gens.
Puis après ça, si le monde veut en savoir plus, là, tu peux interagir, bâtir une relation, une connexion avec la personne, mais une discussion sur qu'est-ce que tu fais davantage. Fait que, ou quand je suis consultant en vente, je dis aux gens, ben moi, j'aide des entrepreneurs qui n'ont pas le temps, l'intérêt, l'expérience ou l'expertise de s'occuper de leur vente. Fait que moi, je viens puis je les appuie là-dessus. Simple de même. Fait que c'est juste une question d'accrocher les gens puis être le plus lousse possible puis essayer de poser des questions puis c'est vraiment ça. Tu dirais que l'écosystème du réseautage a changé de quelle façon dans les 20-30 dernières années? Dans les 20-30 dernières années. Avant les médias sociaux versus aujourd'hui avec les médias sociaux, bon, tu as mentionné qu'aujourd'hui, on peut se préparer plus facilement. On peut avoir plus d'informations. Comment utiliser la nouvelle ère dans laquelle on est pour mieux réseauter, tu dirais? Il y a une grosse partie qui passe à travers les réseaux sociaux, puis on dirait que les événements en personne, il y a beaucoup de monde qui disent, c'est quoi, pourquoi je ferais ça quand que je peux aller connecter direct avec la personne sur LinkedIn puis essayer d'avoir une rencontre? C'est une bonne question. Ça, moi, j'appelle ça du cold call, là. Mais le réseautage, voir une personne en vrai te permet de connecter avec cette personne-là à un niveau différent à travers un écran ou encore à travers un message. Donc, je trouve ça encore important de continuer à faire ça, même si la majorité de tes actions de développement d'affaires vont être du cold call, vont être à travers du message automatisé sur LinkedIn. Puis j'ai ça recevoir ça, là, mais j'en reçois 10 par semaine. Là, hey, salut, je voulais t'ajouter parce que notre réseau est commun. Puis des fois, je le reçois en anglais alors que la personne, elle habite à Candiac. Je trouve ça vraiment drôle. Mais c'est important. Comment ça a changé, pour revenir à ta question, c'est que je te dirais qu'il y a plus d'outils pour t'aider à connecter avec des gens, mais on dirait que les nouvelles générations ont tendance à trop se fier à ces outils-là. Puis ça comme béquille. Ben, je te dis pas à béquille, mais je te dirais que le one-on-one ou un appel, tu parles à un millénial ou à une génération d'après, répondre au téléphone, ça fait moins partie des façons de faire, tandis que, je veux dire, moi, j'ai 43 dans une semaine, là. Puis pour moi, prendre le téléphone puis appeler quelqu'un, c'est un signe de, you know what, j'ai le goût de prendre de mon temps pour te parler, tu sais. Fait que, mais comment ça a changé? Je te dirais que les outils sont souvent là. Puis il y avait un gros étiquette avant dans le réseautage. Fait que si t'allais dans un événement haut de gamme, le monde te regardait un petit peu de haut, un peu, ou c'était très... Il y avait beaucoup de pression sur la réussite puis le transactionnel. Puis c'est pour ça qu'on a essayé de changer les choses. Puis depuis, je veux dire, il y a du monde qui t'a dit la relation avec la transaction. Notre slogan a été réutilisé par d'autres groupes de réseautage, par d'autres conférenciers depuis. Puis ça me fâche même pas parce que je me dis, hey, on a réussi à faire partie de la solution, à mes yeux, pour faire avancer les choses d'une manière plus humaine. C'est cool. Ouais. OK. Tu fais partie d'un mouvement. Tu as même influencé un mouvement. Ouais, sans le vouloir, peut-être, oui. Mais on le voit, on le sent en business en général. Moi, déjà, dans mon domaine de l'immobilier, c'est moins snob, j'ai l'impression, que d'autres domaines. Ou en tout cas, je sens pas que c'est snob. J'ai l'impression qu'on peut approcher quelqu'un qui est beaucoup plus avancé dans sa carrière ou qui brasse des beaucoup plus gros chiffres que nous sans nécessairement se sentir comme si on va être rabaissé comparé à peut-être d'autres industries. Les événements d'immobilier sont souvent assez cordiaux, je trouve. Puis, mais c'est vrai qu'on sent que tout ce qui est plus formel, tout ce qui est plus hiérarchique, tout ce qui est plus snob, on dirait, c'est moins populaire que ça l'a été. Je te dirais que la pandémie a aidé beaucoup avec ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont eu une réflexion sur comment ils font les choses. Puis pourquoi qu'ils font. Il y a fait plein de monde dans le temps qui voulait, je sais pas moi, devenir avocat, comptable, whatever, parce que hey, tu travailles fort 80 heures, 90 heures semaine, puis tu vas faire beaucoup d'argent. Puis cette mentalité-là de laisser passer ta vie à travailler est comme moins présente, peut-être. Puis les gens...
le côté snob dont tu parles, on le sent moins parce que la vulnérabilité, les gens se sont rendus compte que, tu vois, être honnête, être vulnérable, c'est important. Tu sais, je veux dire, j'ai vécu une dépression, moi, en 2023, comme on parlait tantôt, là. Mhm. Puis, je veux dire, quand tu es travailleur autonome, tu peux pas aller travailler, même si tu vis quelque chose comme ça. Puis, je veux dire, j'ai déjà pleuré devant mes membres en leur disant, regarde, je suis désolé, mais ça file pas ces temps-ci, puis je leur explique pourquoi. Puis il y avait des invités dans la salle, c'est la première fois qu'ils me voyaient, là, puis on fait comme. Il y en a un dans la salle qui a fait, ben, you know what, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Puis l'autre a fait, moi aussi. Ce matin, on en avait un à Yule Relation qui dit, écoute, ces temps-ci, ça va vraiment pas bien. Puis il y avait alarme à l'œil, puis tout le monde a fait. Il n'y a pas personne qui l'a jugé. Mhm. Tout le monde a juste fait comme, hey, on a passé à travers ça. D'une manière ou d'une autre, on sait c'est quoi. On peut en parler, je vais t'aider. Puis tout le monde s'est serré les coudes, puis on fait, OK, cool. Puis c'est juste une question. Peut-être que les plus jeunes, quand ils voient les plus vieux, il y a comme ce petit. Moi, j'ai passé par là aussi. C'est une question de standing, alors que c'est pas ça. On est tous humains, puis on n'est juste pas rendu à la même place dans la vie, mais on est tous sur un pied d'égalité. Que tu sois PDG d'une entreprise ou tu commences ta nouvelle start-up, là, tu sais. Mhm. Puis je me souviens, écoute, la première fois que j'ai animé devant 25-30 personnes, un matin, le premier Yule Relation, là, de même, là, je shakeais. Puis là, j'étais comme, je regardais dans la salle, puis je dis, il y a plein de monde. Il y a des millionnaires dans la salle. Il y a du monde qui ont 20 employés. Il y en a que c'est des associés dans des gros cabinets. Puis moi, le ticoun, j'avais quoi, 35 ans, 36 ans. Je dis, moi, j'ai eu des business, mais je suis qui pour animer tous ces gens-là, tu sais? Puis à un moment donné, avec le temps, c'est comme le syndrome de l'imposteur, là. Mhm. Avec le temps, c'est comme disparu. Puis je me dis, tu sais, ces gens-là ont juste vécu un chemin différent du mien, là. Mhm. Puis c'est, tu sais, ta définition du succès aussi rentre en ligne de compte, parce que tu sais, c'est pas parce qu'elle a fait bien de l'argent qu'elle est plus heureuse, cette personne-là. Ben, c'est là que je me rends compte qu'on est, tu sais, tous à peu près égales, puis on a tout notre mot à dire. C'est- Je divague, là, mais on parle de plein d'affaires, mais c'est ça. Non, mais tu parles de ce qui a changé, puis c'est vraiment encourageant d'entendre ça. Puis Denis, qui était sur le podcast, le dernier épisode que j'ai enregistré Ouais. la semaine passée, disait que la plus grande erreur que les entrepreneurs vont faire, c'est de mettre l'argent avant la cohérence. Lui, il appelle ça la cohérence, c'est Ouais. de suivre un chemin de vie qui est cohérent avec toi-même. C'était de Niki, ça? Denis Chénier, c'est un coach en Ok. neuroperformance de Gatineau Cool. qui me coach au personnel depuis 4 ans, puis qui a coaché beaucoup de monde autour de moi. T'écouteras cet épisode-là, c'est fascinant. Ouais, je vais aller voir Et ça. l'erreur, c'est de mettre l'argent avant la cohérence, mais toi, ton slogan, c'est de mettre le relationnel avant la transaction. Je trouve qu'il y a beaucoup de liens à faire entre Oui. ça. Puis que tu vois ce changement-là qui s'opère dans la société, où est-ce que les gens diminuent peut-être l'importance de la carrière dans la vie au profit de d'autres éléments de la vie, d'autres domaines importants. Je pense que c'est sain. Puis qu'on parle des autres domaines de notre vie aussi dans le milieu professionnel. C'est sain. Fait que c'est le fun. Ouais. Parlons un peu marketing. Je suis toujours un peu curieux de connaître les stratégies marketing des différents entrepreneurs qui viennent dans notre plateau. Comment est-ce que tu fais pour recruter plus de monde dans tes événements Yule, ou comment est-ce que tu fais pour faire promouvoir ta marque? As-tu des stratégies particulières que tu utilises? Oui, on a plusieurs stratégies, mais tu sais, il y a le Autre relation. que le réseautage. C'est une compagnie de réseautage. Fait qu'à la base, c'est du bouche à oreille. Beaucoup, OK. Fait que mes membres sont une grande source d'invités à nos rencontres et d'invités à nos événements. Ça, c'est de un. L'autre, c'est moi qui, tu sais, je veux dire, je me promène. LinkedIn est une stratégie pour moi quand même. Fait que tous les gens qui m'ajoutent, ben, là, ça fait un bout que j'ai pas eu le temps de tout le faire autant. Faut que je m'y remette. En fait, non, je vais changer ça. Je vais m'y remettre. Je vais le faire. Qu'est-ce que tu veux dire par j'utilise LinkedIn? Ben, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui m'ajoute dans mon réseau ou que moi, je suis déjà en contact, tu sais, il y a plein de monde là, sur mon LinkedIn que je connais pas. Mais quand j'ai relancé, il y a une relation en 2022, mettons, je vais donner l'exemple là. J'ai pris le temps d'écrire ou d'envoyer un vidéo à facilement 500 personnes
en dedans de quelques mois, mais écrire un message personnalisé à chaque. Fait que, tu sais, de l'automatisation, là, moi, Tu crois pas à ça? j'en reçois, comme je disais tantôt, j'en reçois une dizaine par semaine, puis je les flush. Je veux pas parler à quelqu'un qui veut pas prendre le temps de me parler Mhm. pour de vrai. Euh, mais fait que, tu sais, je prenais le temps d'écrire à une personne que je connaissais ou que je connaissais pas sur mon LinkedIn, puis j'allais voir qu'est-ce qu'elle faisait. Comme je disais tantôt, tu vas voir ce qu'elle fait, comment que tu peux connecter avec cette personne-là, puis j'y envoyais soit un message ou des fois, je me dis, c'est quoi, je vais faire une vidéo à cette personne-là. On se connaît pas, là. Puis j'utilise Vidyard où est-ce que je fais une vidéo personnalisée, adressée à cette personne-là. Hey, salut Dominique, J'ai écoute. déjà utilisé ça, Vidyard. Ouais. Ça me revient. Hey Dominique, écoute, on est connecté depuis telle date sur LinkedIn, mais on s'est jamais parlé. Fait que je me suis dit, garde, pourquoi pas prendre un 15 à 20 minutes ensemble, virtuel ou un café, je vais venir te voir à ton bureau, puis juste connecter, voir si on peut pas s'entraider, s'il n'y a pas quelque chose à faire. Mhm. Puis j'envoyais ça. Puis il y avait du retour, il n'y en avait pas. Mais j'ai relancé une relation après la pandémie comme ça. Fait que ça, c'est une des stratégies qu'on utilise. Puis là, avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi. Je veux dire, avant la pandémie, le virtuel se faisait beaucoup moins. Tout se faisait en personne. Fait que, tu sais, quand tu vas voir un client en personne, tu prends le temps tu vas dans son bureau, tu vois les photos qu'il y a sur son bureau ou sur son mur. Tu vois, tu peux parler, tu fais le tour de l'usine ou du bureau, puis tu peux parler à, mettons, si tu vas voir le gars de marketing, tu peux parler à la fille RH, elle est là, tu vas serrer des mains. Puis tu peux prendre ce temps-là pour apprendre à connaître la personne autre que professionnelle. Puis bâtir une relation parce que tu es avec cette personne-là. Depuis la pandémie puis l'arrivée du virtuel d'une manière plus sérieuse, on dirait que ça se voit beaucoup moins. Fait que là, tu as moins d'opportunités aussi. Mes membres ont moins d'opportunités d'inviter des gens parce qu'ils se font tout en virtuel. Puis tu sais, quand tu as 30 minutes pour expliquer quelque chose, avec un hard stop à 1,29 parce qu'à 30, cette personne-là embarque sur une autre rencontre, ben, tu n'as plus le temps de commencer à tout faire ça. Puis l'aspect personnel, je trouve qu'il se perd beaucoup dans les nouveaux échanges. Fait que, tu sais, quand je parle à du monde, quand je coach du monde en vente, ou en réseautage, je leur dis tout le temps, tu sais, offre tout le temps la possibilité à tes clients d'aller les voir. Mhm. Puis démontre-le comme étant une marque de respect. Hey, j'aimerais prendre ton temps, mais au lieu d'être en virtuel, j'aimerais ça prendre le temps de venir te voir, puis d'apprendre à te connaître réellement. Puis ça se dit super bien, puis ça va être le même temps pour cette personne-là ou presque. Mhm. Puis toi, tu te déplaces. Moi, je trouve que ça démontre une marque de confiance. Puis t'apprends rien. C'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui fait juste le virtuel. Fait que j'essaie de pousser ça beaucoup. Fait que ça, c'est une de nos stratégies, de réussir à essayer de pousser nos membres à ramener des gens. Mais là, on s'est rendu compte que plus ça va, moins nos membres ont d'opportunités de le faire. Puis tout le monde est encore plus occupé. Puis tout le monde a faim. Tu sais, la dernière année a été difficile aussi au niveau professionnel dans beaucoup de secteurs. Fait que là, on essaye de travailler sur des différentes stratégies différentes. Des stratégies marketing pour réussir à faire connaître une relation. Donc, tu sais, notre 5 à tard qu'on fait annuellement, ça fait des années qu'on le fait, puis qu'on le pousse juste à travers des publications LinkedIn. Mais pas payantes, là, juste, tout le monde diffuse l'événement, puis on a une cédule où est-ce qu'on diffuse notre événement sur LinkedIn, notre post, puis que les gens le voient. Puis si tu as 30 personnes qui diffusent un message une fois aux 2-3 semaines, ben là, le monde font comme, hey, cet événement-là, c'est sûr que je veux y aller. Puis c'est pour ça qu'on a tout le temps 250-300 personnes à cet événement-là, puis que les gens, à cette heure, c'est une marque de commerce. C'est sûr qu'on a une infolette qui a pas loin de 1000 personnes dessus, qu'on envoie. On a nos plateformes qu'on essaie de publier d'une manière régulière. Là, je suis en train de regarder la possibilité de bâtir, avec une compagnie, de bâtir du contenu pour une relation, pour essayer d'aller chercher des gens. Donc en ce moment, tu fais pas de contenu. Non, je fais pas de contenu pour le moment. OK. Puis j'ai toujours été réticent d'en faire sur les réseaux sociaux. Tu sais, comme LinkedIn, là, tu vois combien de monde poster une histoire, puis là, tout le monde like, puis fait que c'est donc bien le fun. Puis je suis pas comme ça. Je suis plus dans le concret, puis on va passer du temps ensemble. Puis je vais voir comment t'aider. Mais tu sais, juste pour jouer avec les algorithmes, j'ai jamais voulu faire ça, mais je le sais qu'il va falloir que je le fasse. Tu peux le voir un peu comme un levier.
Oui. Ce que tu fais, c'est déjà de la qualité, c'est super authentique. Pourquoi pas mettre un petit peu de levier là-dessus en plus? Ben, c'est ça qu'on est en train de regarder en ce moment. Mais la base reste de qualité, puis c'est ça qui est super avec votre Ouais. marque, tu sais. J'ai juste pas le goût de, tu sais, ceux qui poussent, qui envoient des messages 2-3 fois semaine sur LinkedIn, mettons, là. Puis c'est des belles histoires, puis comment te faire voir plus sur LinkedIn, puis il y en a plein de monde qui pousse ça. Je les lis pas, ces affaires-là, parce qu'à un moment donné, ça revient tout du pareil au même. Tu sais, c'est une belle leçon, une belle histoire, mais Parce qu'au final, pour toi, d'aller attirer, je sais pas, mettons que ton réseau est X, il est 1000 en ce moment, personnes, ben, d'aller chercher 5000 personnes avec qui tu seras jamais capable d'entrer en contact parce que c'est trop de monde, tu seras jamais capable d'entretenir des relations avec tout non, ce c'est monde-là, ça vaut rien pour toi parce que Ben, c'est c'est pas, pas que ça vaut c'est pas tes rien. valeurs. En fait, aller commencer à faire de la publicité, c'est plus ça, là, tu sais, des Mhm. publications, Ouais, c'est de la publicité. c'est ça. Mais le temps que je passe là, je pourrais le passer, mettons, à passer un one-on-one avec toi ou un lunch avec une autre personne ou juste, puis apprendre à réellement connaître cette personne-là. Puis cette personne-là, ben, si on a une bonne connexion, mais cette personne-là va me présenter à d'autres mondes Mhm. pour ce que je fais. Je trouve que c'est juste plus payant ça que de commencer à faire du contenu constant, puis j'ai juste pas le temps de le faire ou l'intérêt. Mais faut que je trouve un moyen d'utiliser les réseaux sociaux à notre avantage. Je veux pas dire qu'on est en retard là-dessus, mais on s'en est juste jamais vraiment servi autre que pour nos événements une fois de temps en temps. Puis question d'avoir une présence constante. On a des vidéos, tu sais, des capsules vidéo de nos membres, des affaires comme ça. Ouais. Des photos. On a un photographe qui prend des photos de nos événements puis qui les poste. Euh, Fait qu'il faut que j'améliore notre stratégie en ligne. Euh, Ça fait partie des choses qu'en 2025 on fait. Mais pour le moment, tout ce qu'on fait est encore beaucoup du bouche à oreille Mhm. et être transfère ça à telle personne, puis on invite-les. C'est la force d'un réseau. Parce que si je commence, dans une compagnie de réseautage, je commence à faire du cold call, ça marche pas. Non, tout Je à fait. pourrais, mais je préfère Ah me oui, servir de nos forces. complètement. Puis, votre équipe, ça ressemble à quoi? Je voyais sur LinkedIn, vous êtes entre 11 et 20. Là. C'est-tu accurate, ça? Non, ben, en fait, on est 4 propriétaires. OK. C'est moi qui mène la barque, mais je suis extrêmement bien appuyé par Francis Laca de Gaspard Agence, que tu connais, Ouais. Olivier Rénal, qui est associé chez Demersbaum, et Simon Delille, qui est maintenant chez InnoProfit. Donc, c'est des partenaires depuis 8 ans et des amis. Je veux dire, Simon, on se connaissait avant, Olivier, on se connaissait avant, Francis, c'est devenu un chum assez rapide. Puis, tu sais, on s'amuse avec une relation. C'est pas notre gagne-pain principal à personne, mais pour moi, c'est mon bébé parce que j'ai du fun à faire ça. Puis, tu sais, mon argent, je vais en faire avec la consultation, puis je vais trouver un moyen de survivre à travers tout ça parce que quand tu fais ce que t'aimes, tu Puis, est-ce que tu vois Yul devenir ton gagne-pain? Comme oui, grossir au à... long terme. Tu sais, du réseautage, c'est pas quelque chose qui est payant à la base, à moins que tu organises un paquet d'événements ultra payants tout le temps. Mhm. Mais éventuellement, quand tu sais, on a comme 3 groupes, on check pour ouvrir 4 et 5 bientôt. Et quand on va avoir une dizaine de groupes, où je vais me promener, je vais arrêter là, parce que je veux pas commencer à devenir tu sais, une multinationale. Je veux juste avoir du fun avec ça. Éventuellement, ça va pouvoir devenir un gagne-pain. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui, à leur retraite, font du réseautage. On peut penser à l'entremetteur que tu connais, René Lahaye aussi. Tu sais, fait que Léo de Relais puis René, c'est du monde qui sont à leur retraite puis ils s'amusent à faire du Mhm. réseautage. Je me dis pourquoi j'attendrais à ma retraite pour faire quelque chose que j'aime. Fait que je le Ben fais oui, maintenant, mais c'est c'est pas c'est pas le gagne-pain principal, mais oui, ça peut le devenir. je comprends. Ouais. Puis, avez-vous des employés là-dedans ou ça, c'est vraiment vous Non, autres on qui... a des partenariats, on a des Plein de collaborateurs. sous-traitants. Mais tu sais, on a automatisé, on est en train d'automatiser une bonne partie de mes actions, de mon day-to-day, les courriels, les invitations, les choses comme ça. Fait que ça va me prendre moins de temps. Puis on va rentrer une adjointe virtuelle là-dedans sous peu. Puis ça va rouler tout seul, éventuellement. Puis moi, ce que j'aime dans ça, c'est faire connecter les gens, animer les rencontres.
Puis, juste m'assurer que tout le monde est heureux, c'est ça que je tripe. C'est comme un Ce animateur que de tu fais cardio super quasiment. bien. Puis, Ouais. tu sais, je sais que pour certaines personnes, incluant moi, ça peut être difficile de faire du réseautage, surtout quand c'est des gros groupes désorganisés. Dans le fond, qu'il n'y a pas de structure derrière l'événement pour Ouais. le réseautage. Mais toi, ils sont super bien structurés, tes événements. Il y a une espèce de séquence, il y a du matchmaking qui se fait, il y a des tables d'organiser. Donc, tu ne te retrouves pas tout seul dans une foule de personnes que tu ne connais pas avec aucun repère. On en fait ces événements-là de Ouais. foule ou plus festifs. Mais comme je dis à tout le monde, je me souviens qu'il y avait une fille qui était venue au 114 qui était hyper gênée. Puis elle dit, tu sais, je sais pas ce que je fais ici. Je lui dis, ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais telle affaire? OK, cool. Parle à lui. Puis là, je lui mettais main dans la main. Mhm. Puis chose avec lui, c'est une sommité dans ce que tu fais. Puis cette personne-là, elle n'a pas regardé de la tête aux pieds en disant pourquoi je te jaserais. Elle a fait comme, hey, oui, je vais prendre 5 minutes Ben pour oui. te jaser avec plaisir. Fait qu'on en a de ces événements-là, mais c'est pas parce que c'est free for all que tu peux pas y trouver ton compte. Mhm. Puis il suffit juste de jaser à une personne, puis cette personne-là te présente à un autre, tu sais. Mais oui, pour le reste, c'est très organisé de manière à s'assurer que les gens sont ouverts à réseauter. Fait que moi, quand les gens viennent à mes événements, tu sais, mes déjeuners de réseautage, j'ai 3 choses que je veux qu'ils se passent. Je veux qu'en sortant de la salle, la personne, elle me dise, JF, j'ai eu du fun. J'ai pas eu de pression, rien de ça. J'ai appris quelque chose. Et puis, j'ai rencontré des gens pertinents avec qui je pourrais développer quelque chose. Fait que si ces trois conditions-là sont remplies, moi, à mes yeux, j'ai fait la job. Fait que c'est vraiment ça. Mais tu Mhm. es un introverti de nature, toi. Moi, oui, tout à fait. Fait que, puis les gens mélangent beaucoup introverti avec gêne, puis, tu sais, renfermé, alors que c'est vraiment pas ça. Puis, tu sais, Mhm. dans ton set de questions que tu m'avais envoyé, y a-tu un livre, quelque chose Mhm. que. Puis je t'ai écrit un des livres que j'ai absolument adoré sur le réseautage, c'est Networking for People Who Hate Networking. OK. An Introvert's Guide to Networking. Ce livre-là, c'est l'histoire d'une introvertie qui aujourd'hui fait des conférences sur le sujet, puis comment elle s'est servie de ses forces en tant qu'introvertie pour faire du réseautage. Mhm. Parce qu'un introverti, C'est-tu tu sais, celle les qui a grandes écrit... foules... C'est-tu la même qui a écrit le livre Quiet? Je sais pas. C'est un livre qui est super populaire sur justement le même sujet. C'est quoi le nom de Je te l'autre? l'enverrai, On va le trouver lien ça, on va pour mettre le ça dans la livre, là, description. puis tu vas voir. Mais le livre était super fascinant parce que moi, je suis un extraverti. Mhm. Puis un extraverti et un introverti, tu sais, notre manière de réfléchir est complètement différente. Puis, tu sais, moi, avoir une grande foule, souvent, ça me nourrit. Mhm. Tandis qu'un introverti, un one-on-one, ça va te nourrir. Mais une grande foule, ça te draine du jus. Complètement. Tu comprends? Puis, mais les introvertis, à mes yeux, sont les meilleurs réseauteurs, selon moi. Puis surtout après avoir lu ce livre-là, ça l'a comme confirmé ce que je OK. pense. Parce que quand tu as une discussion avec une personne dans un événement, whatever, si tu réussis à sortir de cette discussion-là avec un suivi à assurer, pour continuer la discussion en dehors, puis l'introverti va se souvenir de presque tout ce qui a été dit, va le Mhm. noter, et puis après ça, quand tu tombes dans un one-on-one avec une personne, un introverti est en général tout le temps plus attentionné et plus à l'écoute qu'un extraverti. Moi, c'est quelque chose que je travaille depuis des années. Quand le monde me parle, je cherche des solutions déjà à qu'est-ce qui se passe. Il faut que je me dise non, JF, ta gueule. Écoute. Puis les extravertis sont beaucoup comme ça. Y a-t-il d'autres points intéressants que tu as sortis de ce livre-là? Ben, je te dirais comment écouter un introverti, comment réussir à communiquer. Puis là, c'est des extrêmes souvent quand les gens parlent. Fait que, tu sais, les types de personnalités, euh, je dirais à tout le monde de commencer à juste regarder un petit peu c'est quoi les types de personnalités, Mhm. puis comment traiter avec les différents types de personnalités. Parce que tu as extraverti, introverti, c'est la base, mais il y en a beaucoup plus que ça. Puis quand tu es capable de saisir la personne en avant de toi, elle est quoi, Mhm. la discussion que tu vas avoir avec va être complètement différente. Tu sais, je sais pas, ben, j'imagine que tu connais le dicton
traite les autres comme tu aimerais être traité, là, Mhm. ben, c'est wrong, ce dicton-là. C'est traite les autres comme eux aimeraient être traités. Parce que c'est pas parce que toi, t'aimes le gâteau au chocolat qu'il faudrait que t'en offres à tout le monde. Ça veut pas Mhm. dire que toi, tu vas aimer le gâteau au chocolat. Qui Mais, aime pas le gâteau au chocolat? je sais, mais... OK, le gâteau carotte. Mais traite les autres comme eux aimeraient être Ouais, traités. c'est un bon point. C'est... Parce que c'est pas tout le monde qui aime la même affaire. Puis c'est pas parce que toi, tu penses que telle affaire est respectueuse pour toi que l'autre personne va trouver que c'est la même chose. Puis Puis... ça nous ramène au segment sur la vente. Quand tu disais poser des bonnes questions, poser des questions, comprendre la situation de la personne, parce que tu peux pas servir quelqu'un si tu comprends pas bien le contexte d'où il vient, puis ses besoins, etc. Puis Donc, comment qu'elle est, la personne. ouais. Tu sais. Comment elle aime se faire servir. Ouais. Oh, oui, je vais donner un exemple. Je connais quelqu'un, sans nommer une autre. Cette personne-là, quand elle te parle, elle s'approche de toi à 3 pouces de ta face. Puis tu sais, c'est pas voulu. C'est comme, hey, salut, ça va? Puis à chaque fois, je suis comme, man, tu rentres dans ma bulle. Puis j'ose pas le dire à cette personne-là. À un moment donné, j'y ai dit, mais c'est juste weird. Tu sais, mais cette personne-là, pour elle, elle me dit, ben moi, je pense que c'est important de donner toute ton attention avec une personne. Fait que je m'approche pour juste voir cette personne-là. Mhm. Puis là, je fais comme, OK, ouais, là, je comprends pourquoi tu fais ça. Sauf que Mais t'as le droit, toi aussi. tu rentres dans ma bulle là, quand tu fais ça, puis tu t'approches de même. Là, Ouais, je suis comme, oh. Fait que, tu sais, complètement. fait que traite les autres comme les autres aimeraient être traités. Ça, c'est une des plus grandes leçons que j'ai apprises dans les dernières années. Nice. Ouais. Je pense qu'un des trucs qui m'a le plus servi dans le réseautage, c'est de juste, quand tu rentres dans une salle où tu connais personne, d'aller trouver les personnes qui sont tout seules pour Oui. te réchauffer. Comme tu connais personne, fait que c'est intimidant. Puis là, déjà, de pouvoir avoir une conversation avec quelqu'un, tu te sens un petit peu plus dans le flow de la soirée ou de l'événement. Puis les personnes qui sont seules, c'est Sont là tout ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils Là, veulent. ils sont tout seuls, puis ils se sentent pas bien. Fait que justement, Ah ouais. la première chose que tu vas faire, c'est aller parler avec ces personnes-là. Puis de ces conversations-là, ça va mener à d'autres. Puis Non, t'es mais parti. Tu brises T'es la glace réchauffé. avec un, puis après ça, Ouais. tu parles avec un autre. Puis à un moment donné, ça se fait comme juste tout seul, à force d'en faire. Puis tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. T'sais, la première fois que tu as monté sur un vélo, tu t'es probablement cassé la gueule. Ouais. L'exemple est très visuel, mais c'est la même chose. Là. Oh oui. Premier événement que tu vas faire de réseautage, tout le monde va avoir de l'air ultra professionnel, puis tout le monde a de l'air des orateurs experts, puis tout arrive, puis tu fais comme je sais pas quoi dire, mais je fais telle affaire, merci, bonjour, puis tu te rassois. Ça prend du temps. En tant qu'introverti, justement, moi, ça me tire beaucoup de jus des événements sociaux comme ça. Même si j'ai beaucoup de fun puis que je suis dans un bon vibe, ma batterie s'épuise extrêmement rapidement. Aller faire une fin de semaine d'événements ou même aller à un golf, tu nous invites au golf. Moi, d'aller faire 5-6 heures de réseautage back-to-back, là, c'est comme un gros ask. Mais ce que j'ai découvert qui allait bien, c'est que dès que je rencontre des gens qui sont... Donc, si je veux mieux rentabiliser le temps que je suis prêt à mettre dans mon moment de réseautage, dès que je fais des belles rencontres, plutôt que je serais capable de juste passer le reste de l'événement à parler avec cette personne-là, j'organise tout de suite un café avec. C'est pas là le moment. On s'est rencontrés, clairement, il y a une belle connexion. Reprenons ça à un moment, puis on aura tout notre temps. Puis je vais essayer d'aller rencontrer d'autres personnes pendant ma soirée. Et de cette manière-là, si je ne suis pas prêt à rester 4 heures à l'événement, bon, moi, j'ai quand même fait plusieurs bonnes rencontres qui vont se poursuivre dans des des lunchs. Tu viendras cette année, le 10 golf. Tu passes comme 1h30, 2 heures avec 3 autres personnes. Fait que c'est un petit groupe, puis tu te concentres sur le jeu, puis ça fait juste comme briser la glace. Puis après ça, quand tu as le souper, après, tout le monde ensemble, tu peux te rasseoir avec eux autres, puis juste faire comme, hey, la game, c'est ça. Tu n'es pas obligé de parler de business tout de suite. C'est comme après, hey, regarde, oui, on va aller prendre un café, puis là, on jasera de plus. Tu m'inviteras au game de ping-pong. Ouais, Le game de ping-pong, c'est quick, on se rencontre. Non, mais le prochain, comme je disais tantôt, c'est le karaoké. Fait que tu viendras chanter en avant. Ah, ben oui. Je te vois, Whitney Houston, là, tout de suite. Je suis en train d'apprendre Simple Man. Là, je vais me pratiquer. Ouais. Puis, moi, j'en ai une question pour toi. Depuis que tu fais des podcasts, c'est quoi la plus grande leçon que tu as tirée? C'est donc plus facile
si je m'assois avec quelqu'un qui pique ma curiosité, donc de m'assurer de m'entourer de monde qui pique ma curiosité, ma vie devient fascinante et tripante. Puis les conversations vont être juste beaucoup plus naturelles si j'ai beaucoup de curiosité à la base par rapport à ce que la personne fait. Fait que maintenant, je m'assure que tout le monde qui vient sur mon podcast, j'ai déjà 1000 questions à poser. Et donc, comment choisir mes invités? Puis, je suis encore en train de découvrir qu'est-ce que c'est, interviewer quelqu'un, faire des bonnes entrevues. J'en écoute énormément. Je ne sais pas combien. Il doit y avoir des milliers d'heures d'écoute de podcasts, d'entrevues depuis 10 ans. Là. J'ai plusieurs podcasters que je suis depuis toujours. Tes préférés, c'est qui? Tim Ferriss, Ouais. de loin. Lex Fridman, Huberman, Joe Rogan. Ils sont tous excellents dans ce qu'ils font. Puis je suis loin d'être rendu là, mais j'essaie de les émuler. Et ce que je ressens souvent dans les entrevues, c'est que c'est assez free-flowing. Ils réussissent à... Ils vont pas... Je sais que Tim Ferriss se prépare beaucoup, mais tu sens quand même que la conversation est très naturelle, puis ils n'essayent pas de la diriger trop. Évidemment, à un moment donné, le segment va finir par prendre une fin, tu vas partir sur autre chose, mais ils essaient de pas trop la structurer pour laisser le naturel ressortir, puis la conversation ressortir. Puis c'est... la leçon que j'apprends, c'est de ne pas trop me préparer, de ne pas trop penser à qu'est-ce que vont être les questions à venir. Sinon, faut ça que tu aies une devient moins ligne naturel. directrice. Fait Ouais. que comme tu m'avais envoyé des questions, puis j'ai trouvé ça super pertinent, les questions que tu as envoyées, mais il y en avait comme genre 5. Là. Ouais. C'est pas avec ça que tu remplis une heure complète. Fait que tu t'es préparé une base, mais si tu essaies de sticker au programme à un moment donné, tu vas comme non, il faut revenir. Puis là, c'est là que ça fait pas naturel. Fait que moi, je trouve que tu es top shape là-dessus. Puis, une des choses que tu as dit, tu essaies de les émuler. Je te dirais plus, prends des choses que tu aimes sans nécessairement les émuler. Parce que toi, t'es pas eux autres. Là. Tout à fait. Je t'imagine pas comme Joe Rogan, la tête rasée, en train de dire un paquet d'affaires. Le gars, c'est un podcasteur incroyable, mais... Non, mais lui, encore plus que n'importe quel autre, se laisse mener par sa curiosité. Puis c'est beau à voir. C'est un enfant de 4 ans qui pose 1000 questions. Là, puis il n'y a aucun filtre. Je trouve ça vraiment le fun d'écouter ces conversations pour ça, parce que son enthousiasme crée de l'enthousiasme chez moi. Puis là-dessus, je le trouve fort, mais il se force pas. J'ai l'impression que c'est juste naturel. Ben, c'est ça. Comment est-ce que tu peux être aussi curieux que Joe Rogan? Je pense qu'il fait 3 épisodes par semaine, des conversations de 3 heures. Il y a tellement de questions à poser à tellement de monde, ça m'impressionne. T'écouteras, là, on divague un peu, mais Saints and Sinners, c'est un podcast montréalais. OK. Sin, le gars qui est parti, je l'ai rencontré une fois et je le trouve super intéressant, mais son podcast, c'est sur un paquet d'affaires du everyday life. Ça n'a aucunement rapport avec l'aspect professionnalisme. Puis c'est souvent bilingue. Il en fait en français, il en fait en anglais. C'est vraiment cool. Puis j'aime comment que le flow de ce qu'il fait puis ce qu'il dit, je trouve ça vraiment incroyable à quel point l'interaction entre lui puis les gens qui sont là avec lui, ça vaut vraiment la peine d'écouter ça. C'est différent. Tu checkes ça. Il y en a tellement maintenant, là, des podcasts. Ouais. Comment tu fais pour tomber dessus? C'est ce que je me demande. Fait que je vais définitivement prendre note de ça. Ouais. Je suis curieux d'écouter du contenu local en plus. Ouais. Surtout avec ce qui se passe, on essaie de Buy Canada maintenant. Sorry, Joe Rogan. Ouais, there you go. Fait que, as-tu d'autres questions pour moi comme ça? Ben oui, complètement. Vas-y. On y a touché brièvement, mais après, on est vraiment parti dans la vente, dans le réseautage, le marketing, tout ça. Mais j'aimerais revenir à ton parcours entrepreneurial. Tu sais, puis JF, l'entrepreneur, tu dis que ça a tout le temps été ta vision, même ton identité d'être un entrepreneur. Je serais curieux de savoir, c'était quoi les plus grandes leçons que tu as apprises dans ce parcours-là jusqu'ici. S'il fallait que tu donnes des conseils à toi qui recommence, ce serait quoi? C'est 2 questions séparées, là, mais... Okay. Tu recommandes être un bon entrepreneur ou comment Qu'est-ce que tu as cette appris? vie-là? Ouais. Qu'est-ce que tu enseignerais à la prochaine génération? My God. Une des plus grandes leçons que je pourrais te donner, c'est que je pourrais dire de mon expérience, mon vécu. Dans ta vie personnelle, assure-toi d'être entouré de gens qui comprennent que tu es entrepreneur. Parce que c'est pas tout le monde qui comprend ça. Tu es en couple, toi aussi, puis je veux dire,
la personne que j'étais avec auparavant n'a non seulement pas compris que j'étais entrepreneur, mais me retenait beaucoup, m'empêchait de m'épanouir à travers tout ça, Mhm. de par ses insécurités. Puis, fait que si t'es capable d'avoir ta douce moitié, que ce soit un entrepreneur, quelqu'un qui comprend l'entrepreneuriat, ça va être un atout absolument incroyable parce que si en plus, il faut que je deal avec toutes les problématiques qu'un entrepreneur peut avoir, mais en plus à la maison, il faut que je me batte pour continuer ça. Ouais. C'est une des choses qui m'a amené dans ma dépression, ça a été ça. Être avec quelqu'un d'extrêmement négatif à la base, là, mais c'est- ça m'a tiré tout mon jus. Fait que, tu sais, entoure-toi Ouais. des bonnes personnes Faut que tu sois dans un environnement dans qui ton est milieu personnel, pro-entrepreneuriat. mais entoure-toi aussi. Une autre leçon, c'est entoure-toi des bonnes personnes, du monde qui en savent plus que toi tout le temps. Je veux dire, moi, aïeul, c'est moi qui mène le show d'une certaine façon, mais tous les gens qui sont assis dans la salle ont toute une expertise que je me sers tout le temps. Quand j'ai un questionnement, quand j'ai une interrogation, quand je suis curieux, comme tu disais tantôt, ben je pique le brain d'un paquet de monde autour de moi pour essayer de m'améliorer. Je veux pas dire m'éduquer, mais apprendre constamment. Puis écouter les autres, puis leur parcours. Écoute, c'est comme aller à la bibliothèque puis rentrer du stock, mais t'as la personne qui l'a vécu au lieu de le lire, là, puis qui t'en parle. Ça vaut de l'or, ça. T'as-tu eu des mentors en bonne et due forme, là, des personnes, des sages que tu reconsultais régulièrement Ça, dans c'est ton une des choses. parcours ou ça se faisait plus C'est une des choses que organiquement? j'aurais dû avoir plus jeune pour m'aider à me diriger dès le départ. Puis tu as le réseau M, là, le réseau Mhm. mentorat. Tu as un paquet d'autres d'organismes où tu peux carrément aller trouver quelqu'un que tu connais qui est Hey, je le sais que tu as été en business longtemps, peux-tu m'aider? Puis c'est rare que ces personnes-là vont dire non, là. Le réseau M. Réseau M, C'est le réseau intéressant, mentorat, ça. ça vaut la peine quand tu es en affaires. Euh, j'ai jamais eu de mentor en soi, mais je me suis toujours entouré de gens qui en savaient plus que moi. Ouais. Donc, ça me servait un petit peu comme de mentorat. C'était juste indirectement, si Ouais. tu veux. Fait que j'ai appris énormément de gens dans mon entourage. Tu sais, je vais donner un exemple. Mon mentor pendant 10 ans, quand j'étais consultant dans le milieu industriel, c'était mon boss. Parce que je l'écoutais, puis je posais des questions tous les jours, puis j'essayais de comprendre un paquet d'affaires, puis comment ça fonctionne, puis pourquoi il fait telle affaire. Puis c'était pas juste au niveau de la vente, là, c'était de la gestion de l'entreprise en soi. Fait que c'était pas un mentor per se, mais en même temps, c'en était un. Tu comprends? C'était indirect Mhm. parce que je gobais toute l'information qu'il envoyait de mon bord. C'est un peu pour ça que tu avais choisi cette job-là. Non, j'avais choisi ce job-là parce que je savais pas trop ce que je voulais m'en aller. Finalement, je suis resté là 10 ans, puis j'ai failli, tu sais, j'ai failli embarquer plus sérieusement dans cette entreprise-là par la suite. Puis j'ai décidé de quitter l'entreprise après parce que je me suis rendu compte que je voulais pas rester là 20 ans de temps. Encore, j'étais pas à ma place. Tu sais, j'étais là surtout pour l'argent parce que c'était payant. J'étais là parce que j'apprenais beaucoup. Je faisais le tour de toutes les usines du Québec. J'avais du fun. Mais est-ce que je rendais les gens plus heureux? Non. En fait, je pense pas que je rendais les gens plus heureux dans ce que je faisais. Fait que j'avais besoin de mettre des sourires au visage du monde. Puis ça, c'est un besoin intrinsèque de ma Mhm. part. Tu sais, pour être heureux, moi, il faut que les gens autour de moi soient heureux. Fait que puis j'ai toujours été le bon gars, puis j'ai toujours essayé d'aider tout le monde parce que je veux donc que les gens soient heureux autour de moi. Puis il y en a qui voient ça comme une faiblesse. Moi, j'ai pris cette faiblesse-là, puis j'en ai fait une force. Mhm. Puis, tu sais, à un moment donné, on m'a déjà dit, tu sais, je trouvais pas que j'avais. Il y a eu un temps où est-ce que je me questionnais, puis je veux dire, j'ai pas d'expertise. Tout le monde est bon dans quelque chose. Je suis bon dans quoi, moi, tu sais? Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, Hey, JF, toi, ce que tu fais, là, je serais pas capable de faire ça. J'avais amené un de mes chums j'avais réussi à avoir des billets pour le lancement de la Place Belle puis le Rocket, la première année que la Place Belle existe. Puis j'étais allé me présenter à Jeff Molson, puis Guy Lafleur. Puis j'ai dit Hey, salut, nanana, écoute. Puis j'ai posé un paquet de questions. Puis mon chum me dit Comment t'as fait pour les approcher eux autres? J'aurais jamais été capable.
Puis t'as même dit, garde, j'ai quelqu'un à te présenter à un des gars qui était là, comme le VP de je sais pas trop quoi. Puis que j'envoie un message, puis à cause de ça, le Rocket, maintenant, offre des aide, dans le fond, l'Alpabem, l'organisme en santé mentale que les deux on connaît, dans leur soirée le vernissage annuel. Nice. Puis il y a 2 ans, il y a un ancien joueur du Canadien. Oui. C'est un ancien joueur du Canadien qui Ouais. était venu pour faire Exact. l'intro. Ou même, Ouais, c'est ça. lui qui faisait les enchères. Ça Ouais. tu en lien avec Non, mais cette c'est pas moi, rencontre-là? lui, mais est-ce que c'est à travers le Rocket ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais je sais plus, mais c'est indirectement peut-être. Tu sais. Mais je veux dire, j'ai cette facilité-là avec les gens à les mettre en confiance, Mhm. puis les aider. J'ai toujours eu ça. Puis je me suis rendu compte à un moment donné que c'était ça ma force. L'expertise que j'ai, mon avantage différenciateur que d'autres n'ont pas nécessairement, c'est que je suis capable de faire ça avec les gens. Mhm. Mais c'est parce que j'aime ça. T'sais. Ben écoute, pour reprendre les expressions de Denis, t'as l'air d'avoir ta boussole interne bien en main, puis tu suis tes valeurs. Tu m'as l'air d'être en cohérence, en tout cas, professionnellement, Ben, ça c'est être définitif. sur son X, là, où il y a le concept japonais d'ikigai. OK. Tu relire là-dessus. Quand tu fais l'exercice de ton ikigai, c'est vraiment réussir à trouver ton X dans la vie. Puis après avoir fait cet exercice-là, puis m'avoir posé 1 million de questions qui sont pas évidentes, là, je me suis rendu compte que c'est là que je me suis rendu compte que c'est quoi, je veux faire de Yule Relation quelque chose, puis je veux aider les entreprises, puis oui, la consultation, ça peut être pour moi. Puis je suis sur mon X, je fais ce que j'aime. Est-ce que j'aime tout ce que je fais? Pas tout le temps, parce que de la paperasse, j'ai de la misère à rester longtemps devant un ordinateur. Mais mon objectif principal est atteint. Fait que, ouais. Puis dans tout ce parcours-là, y a-tu un moment particulièrement difficile que tu as traversé, puis duquel tu aurais peut-être des leçons que tu as tirées? La dépression fut probablement ma plus grosse leçon. Je te dirais que vivre ça, puis voir à quel point les gens étaient autour de moi, me démontre que je fais les choses bien. Mais ça a été extrêmement dur réussir à passer à travers tout ça. Puis tu sais, j'ai pris du retard sur un paquet d'affaires que je voulais mettre en place à cause de tout ça. Puis ça a eu beaucoup d'impact sur les entreprises. Mais tu sais, en tirer une leçon, c'est juste que la vie finit pas. Une leçon ou une confirmation. C'est ça. Les investissements que tu avais faits dans les relations, Oui, ça l'a là que payé. t'as Puis vu. c'est pas parce que, C'était un bon investissement. tu sais, sans vouloir minimiser ce qui m'est arrivé, ça l'arrive à beaucoup de monde. Puis ces gens-là, tu sais, aujourd'hui, tu regardes, puis ça va mieux. Fait que quand tu sais que ça va mal, dis-toi que ça peut juste bien aller maintenant. Ça a été une belle leçon. T'sais, une autre épreuve qu'on a vécue, c'est, écoute, Yule Relation, c'est des événements de réseautage en personne. Fait qu'à partir du 13 mars 2020, pendant 1 an et demi, on a fermé. On a essayé le virtuel, puis on s'est rendu compte que, écoute, tout le vibe, ce qui nous rendait différents, on l'avait plus en virtuel. Fait que, tu sais, j'ai pris la décision de fermer Yule Relation jusqu'à nouvel ordre pendant la pandémie. Puis là, j'ai essayé de faire d'autres choses où est-ce que j'étais pas à ma place, mais j'avais pris le mauvais poste en me disant, hey, ça va être payant, puis je vais apprendre quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que j'ai super appris, mais je sais que j'étais pas à ma place. Mais ça m'a juste confirmé quand j'ai tout fermé ça que, hey, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis je vais trouver un moyen que ça devienne payant un jour, puis je vais trouver d'autres façons de faire de l'argent autour, mais c'est ça que je veux faire parce que j'aide des gens, je me lève le matin, j'ai le sourire, je suis pas mal en dedans. Puis si tu te lèves le matin puis tu souris parce que tu t'en vas travailler, là, tu travailles pas. Right? Tu vis un petit peu la même chose. Tu as du fun à faire ce que tu fais. C'est simple de même.
Mais c'est admirable ce que tu fais, Jean-François. Puis merci pour toute ta transparence, toute l'honnêteté que tu partages beaucoup sur ta vie personnelle, sur comment tu vis les choses à l'intérieur de toi dans tout ça. Puis c'est. Il reste juste à écrire un livre. Peut-être un jour. On verra. J'apprécie tout ce que tu partages. Puis on a couvert quand même pas mal de terrain. Tu sais, on a parlé de réseautage. Ça a donné pas mal de trucs super intéressants là-dessus. Ouais. Vente. L'entrepreneuriat, as-tu d'autres choses que tu aimerais partager, que j'ai peut-être oublié de couvrir? Partager, non, je pense que j'en ai dit déjà pas mal. Je dirais que si les gens veulent continuer la conversation qu'on a eue avec moi, ils sont le bienvenu de m'écrire. Je vais prendre le temps de répondre aux gens si c'est fait non automatisé. Fait que si n'importe qui m'envoie un message personnel en me disant « Hey Jeff, j'ai apprécié ce que tu as dit, j'aimerais ça qu'on se parle », ça va me faire plaisir de le faire. Si vous voulez venir à Yule Relation, Léo, tu vas probablement transmettre mes coordonnées. Toutes tes coordonnées vont être dans la description de l'épisode. Vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. Puis, ce que je dirais pour terminer, c'est que continue à faire ça parce que tu as l'air à aimer ça. Puis les premiers sont peut-être les pires, mais à un moment donné, tu t'améliores d'entrevue à entrevue. Ah, complètement. On est rendu... écoute, on a passé le 20 épisodes. Bon, mais there you go. Je suis ça, sûr que si tu regardes le premier, tu vas faire comme « Ah ouais, j'ai-tu vraiment fait ça? » Je pense que c'est seulement 1% des podcasts qui ont plus de 20 épisodes publiés. Fait que là, ils sont pas encore publiés, les derniers, mais on arrive là. Donc, on a fait notre bout de chemin avec le podcast. Puis c'était un vraiment beau parcours jusqu'ici. T'as du fun avec ça, je suis convaincu. Puis, c'est un outil de réseautage aussi, hein? Oui. Comme, on est tous bien occupés. Puis là, on a eu une conversation d'1 heure comme si on avait été prendre un café, mais on peut en faire bénéficier tout le monde qui l'écoute. Ça ajoute un petit piquant, le fait qu'il y ait des caméras. On réfléchit plus à qu'est-ce qu'on va dire. Je pense que ça amène des conversations le fun. Puis, mais j'ai quand même une dernière question pour toi. Vas-y. J'ai pas fini. Oh. C'est une question que j'aime beaucoup poser à la fin de l'épisode. Et c'est si tu pouvais écrire quelque chose sur un billboard imaginaire que tout le monde sur la planète pouvait voir et comprendre, qu'est-ce que tu écrirais dessus? Ben, tu vois, mon slogan de la relation vers la transaction peut être transposé de plein de façons différentes. Fait que je te dirais que ça, c'est probablement quelque chose de symbolique dans ce genre-là. Mais là, avec tout ce qui se passe politiquement à travers le monde, je te dirais que j'écrirais juste... Puis c'est pas pour moi, ça serait juste... Écoute, ayez donc de l'empathie. Parce que il y a de la haine tellement partout. Tu regardes les réseaux sociaux, ça bitch sur tout le monde, c'est polarisé à côté. Nos voisins au sud, ils sont en train de nous foutre le bordel à nous autres, mais à l'intérieur, c'est devenu un régime autoritaire, quasiment, on dirait. Puis je ne veux pas embarquer dans la politique, mais il y a tellement un manque d'empathie partout là, qu'on est tous des humains, on a tous des bobos, des problèmes, des ci, des ça. Si on s'écoutait tout un petit peu plus, il y en aurait pas mal moins de problèmes. Fait que ayez donc de l'empathie, puis je rajouterais calice. Ayez donc de l'empathie, calice. Mais... Cultiver la curiosité pour l'autre. Oui, ben, j'aime ça, mais... Comprendre comment ça se passe de l'autre bord. De l'empathie, c'est plus genre... Mets-toi dans les souliers de l'autre personne 2 secondes, là, puis t'aimerais-tu ça être à sa place en ce moment? Là? C'est juste ça. Puis le monde le font pas. C'est comme quand tu juges un mendiant qui est dehors, là, hey, regarde, c'est un fainéant, ou quelqu'un qui il est sur le BS, il travaille pas. C'est-tu vraiment ça la solution? Tu sais, la c'est situation. vraiment ça l'histoire, oui. Non, c'est pas ça l'histoire. Fait que de l'empathie, ouais, je te dirais ça. Des fois, c'est dur, là, surtout quand tu te promènes dans le métro à Montréal, avoir de l'empathie, c'est pas toujours évident. Ouais, il y a un réservoir d'empathie. Ou quand tu te promènes chez Costco avec ton panier puis tu te fais rentrer dedans, là, mais... ouais, on vit les mêmes affaires. Ouais, tu connais ça. Oh, oui. Bon. Fait que, ouais, ça serait ça mon billboard. Donc, Jean-François, en live, j'aimerais ça que tu nomines quelqu'un qui, tu penses, serait un bon candidate à venir sur le podcast puis qui pourrait avoir une bonne histoire de parcours, d'innovateur, créatrice. Faudrait que je nomine quelqu'un. En live. OK. Ben, regarde, avant de passer à ça, nomme-moi... j'ai pas vu tout le monde qui est venu, mais je veux trouver quelqu'un vraiment hors de l'ordinaire. Ben, tu sais, ça serait le fun d'avoir quelqu'un qui a
qui a créé quelque chose, soit en politique, que ça pourrait être dans le domaine des arts. On a eu Patrice qui est venu présenter un projet communautaire, mais ça peut être une autre OBNL, on n'en a pas assez. J'ai pas assez de femmes sur le podcast. Et là, s'il y avait bien quelqu'un qui... OK, je nomine officiellement Caroline Mimeau et Geneviève Coulombe, les deux propriétaires de GC au carré M. GC2M, là, c'est facile, là, mais c'est deux adjointes virtuelles qui ont leur compagnie, puis ils ont une couple d'employés entre d'eux autres. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, je ne connais pas deux personnes qui ont le plus d'études que ça. Les deux, je dirais pas ça. Ils ont mon âge, mais ils ont facilement 95 ans d'études à leur actif. OK. Puis Caroline, elle a une formation de politologue, fait qu'elle a été à l'Assemblée nationale, elle a fait un paquet d'affaires. Wow. Geneviève a une formation d'économiste. C'est des machines, puis les deux sont des antipodes qui travaillent extrêmement bien ensemble. Nice. Fait que je te dirais que je vais te mettre en contact avec Caro puis Geneviève. Puis si ça leur tente de le faire, je pense que ça serait des personnes ultra intéressantes, avec un modèle d'affaires complètement différent. Ça serait eux autres que je nominerais en premier. Surtout, c'est deux filles juste que je veux pas dire que je vénère, mais que j'ai énormément de respect pour eux autres. Merveilleux. L'appel est lancé. There you go. Je vais leur envoyer ça. All right. Ben, un gros merci, Jean-François. Ça fait plaisir. C'est super le fun. Alors, voici un autre épisode qui se termine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, allez mettre un like, abonnez-vous, laissez-nous un 5 étoiles sur Spotify. Ça nous ferait super plaisir d'entendre vos commentaires. Et n'hésitez pas d'entrer en contact avec nos invités. Ça leur fait plaisir d'échanger avec vous. Donc, sur ce, je vous souhaite à la prochaine, puis un grand merci d'avoir écouté cet épisode.